Marco Rubio a rencontré Sergei Lavrov hier. Et fait intéressant, le compte-rendu côté américain disait simplement qu'une réunion avait eu lieu et qu'ils avaient parlé de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est tout. Ça faisait à peine 2 phrases, très bref. Mais côté russe, Dmitri Peskov a été interrogé ce matin sur la manière dont les Russes voient les choses. Dans cette situation, je ne serais pas trop optimiste. Des contacts ont bien lieu, c'est toujours positif, mais on ne peut pas parler à ce stade d'une nouvelle dynamique ni d'une accélération. Nous poursuivons notre dialogue avec les Américains par les canaux de travail existants et nous espérons que lorsque les négociateurs américains seront plus disponibles, nous reprendrons les échanges en personne. Ils pourront venir à Moscou et poursuivre notre dialogue. Or, les Russes ont récemment déclaré, Sergei Lavrov comme Vladimir Poutine, qu'ils étaient très déçus. Selon eux, l'esprit d'encourage, lors de la première fois où Trump avait déroulé le tapis rouge, est de fait mort, et il n'y a rien de plus à en attendre. Alors, pourquoi pensez-vous que Sergei Lavrov accepterait de rencontrer Rubio? Et qu'espère-t-il réellement voir se produire? Je pense qu'il l'a rencontré parce qu'il veut montrer qu'il est un diplomate responsable, ouvert à la diplomatie. Il est disposé à rencontrer le secrétaire d'État américain. Tout cela montre que la Russie est un acteur responsable, une partie prenante responsable du système international. Mais quand il s'agit d'attendre concrètement quelque chose des Américains, les Russes, à ce stade, n'attendent rien d'eux. Ils savent qu'on ne peut pas faire confiance à Marco Rubio ou au président Trump plus loin qu'on ne peut les lancer. Ce sont des gens qui tiennent un double discours, qui concluent des accords, puis les violent. Les Russes comprennent qu'ils sont, en substance, en guerre avec les États-Unis. Et ce qu'ils doivent faire, c'est tout mettre en œuvre pour que les États-Unis perdent en Iran. C'est dans l'intérêt de la Russie. Et en plus, pour que la Russie gagne la guerre en Ukraine et inflige aux États-Unis 2 défaites. C'est assurément ce que pensent les Russes. Il faut se rappeler, Daniel, que lors des réunions du G7, auxquelles le président Trump a assisté en France, les membres du G7 ont déclaré ensuite qu'ils allaient accélérer leur aide à l'Ukraine dans sa campagne de drones à longue portée contre la Russie. Et ils ont en outre clairement indiqué dans cette déclaration qu'ils allaient intensifier leurs efforts pour nuire à l'économie russe. Il s'agit des pays du G7, y compris les États-Unis d'Amérique. Puis début juillet, il y a eu les réunions de l'OTAN à Ankara. Et là encore, le président Trump était présent. Et là encore, lui et les alliés de l'OTAN ont clairement fait comprendre qu'ils gardaient la Russie dans leur ligne de mire. Ils allaient tout faire pour s'assurer que l'Ukraine perde, que la Russie perde la guerre en Ukraine. Et espérait-il qu'elle soit affaiblie au point de sortir du rang des grandes puissances. Voilà ce que font les États-Unis. Malgré ce que le président Trump ou Marco Rubio disent de temps à autre, il est tout à fait clair que nous avons les Russes dans notre ligne de mire. Et les Russes le comprennent parfaitement. Ils agiront en conséquence. Cela ne veut pas dire que vous n'entendrez pas, de temps en temps, ce langage diplomatique de la part de gens comme Sergei Lavrov, parce que ce genre de puissance douce sert les intérêts de la Russie. Et pour revenir à la guerre là-bas, parce que je pense que l'issue la plus probable sera littéralement l'inverse de ce que vous disiez que les États-Unis espéraient faire, à savoir faire sortir la Russie du rang des grandes puissances. Nous pourrions finir par nous en exclure nous-mêmes. Mais je voudrais examiner quelque chose d'un peu plus opérationnel, sans entrer dans le détail à ce stade. Depuis environ 1 mois, l'un des grands thèmes dans les médias occidentaux
c'est qu'un tournant aurait désormais été atteint grâce à ces frappes à longue portée, notamment contre Wildberries, qui correspond en gros à leur chaîne logistique Amazon. Enfin, peu importe, là-bas. D'immenses incendies, spectaculaires, de la fumée noire partout, des raffineries touchées, d'autres cibles militaires frappées au cœur même de la Russie, et apparemment, la Russie n'est pas capable de les arrêter. C'est ce que cela laisse entendre. Donc, un tournant a été atteint. Mais là, rien que durant la dernière semaine ou les 10 derniers jours, on a vu que tout à coup, l'Ukraine a limogé son Premier ministre, son ministre de la Défense, et maintenant son commandant en chef, le général Syrski. Alors, que pensez-vous de tous ces changements? Parce que si vous êtes en train de gagner, on dirait que ce serait un mauvais moment pour remplacer ces figures clés. Oui, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Quand on voit Syrski et le ministre de la Défense tous les deux limogés, on se dit « Waouh, on ne fait pas ça en pleine guerre, à moins d'y être absolument obligé. » Mon impression, c'est qu'il y avait un conflit entre le ministre de la Défense et Syrski autour de la stratégie de guerre. Quand le ministre de la Défense a été nommé, il y a environ 6 mois, il avait plus ou moins 2 missions. La première, c'était de régler le problème des effectifs. Comme nous le savons tous les deux, les Ukrainiens ont un énorme problème d'effectifs. Il y a tellement de gens qui évitent la conscription et tellement de personnes absentes sans autorisation qu'ils n'ont tout simplement pas assez de forces combattantes sur la ligne de front. Et le nouveau ministre de la Défense était censé résoudre ce problème. Et en plus, il allait travailler sur les attaques de drones à longue portée contre l'Ukraine, contre la mer Russie. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas résolu le problème des effectifs. Le problème des effectifs est pire que jamais. En fait, la dernière fois que je suis intervenu dans l'émission, je crois que vous avez montré des images d'émeutes dans l'ouest de l'Ukraine, dans la ville de Lvov. Le ministre de la Défense n'a donc pas résolu ce problème. Et cela pose des difficultés à Syrski, parce qu'il a besoin de davantage de soldats. L'autre point, c'est qu'à mon avis, il y a une tension entre mener, d'un côté, une guerre de drones à longue portée en profondeur sur le territoire russe, et de l'autre, déployer un grand nombre de drones sur la ligne de front. Et je pense que l'accent mis sur l'utilisation de drones à longue portée, que privilégiait le ministre de la Défense, créait des problèmes pour Syrski sur le front. Syrski était donc confronté à 2 problèmes. Premièrement, il ne recevait pas assez de troupes. Le problème des effectifs était loin d'être résolu. Et deuxièmement, je pense que le nombre de drones est limité. Il avait du mal à obtenir sa part équitable de ces drones, parce que la campagne de drones à longue portée suscitait énormément d'intérêt. Et je pense que ce genre de considération stratégique ou militaire a provoqué beaucoup de tensions entre les deux. Ils avaient en tête 2 stratégies différentes pour mener la guerre. L'une mettait l'accent sur la campagne de drones à longue portée, l'autre sur les combats en première ligne. Et je pense que cela a entraîné d'importantes tensions entre eux. De toute façon, ils ne s'appréciaient peut-être pas sur le plan personnel, et il y avait là un véritable conflit. Zelensky s'est donc retrouvé dans une situation où il devait les limoger, tous les deux. Il a d'abord limogé le chef de la défense, mais cela a suscité toutes sortes de protestations, parce que les gens appréciaient beaucoup ce responsable. Et je pense que c'est en grande partie parce qu'ils considéraient la campagne de drones à longue portée comme une stratégie gagnante. En outre, elle n'entraînait pas de pertes ukrainiennes, alors que Syrski, lui, est présent sur les lignes de front, et qu'un très grand nombre d'Ukrainiens y sont tués. Il ne va donc pas être très populaire comparé au ministre de la Défense. Je pense donc qu'au final, Zelensky s'est vraiment retrouvé dans une situation
où il n'avait pas d'autre choix que de les limoger tous les deux. Et ce n'est pas une bonne situation. Ce n'est pas une bonne situation. Et je pense que comme nous l'avons tous les deux conclu, peu importe qui occupera ces postes, ça ne fera aucune différence. Quelles que soient les personnes qui les remplaceront, ce ne sera pas plus efficace. Dans le peu de temps qu'il nous reste, pouvez-vous nous expliquer la conclusion, la collusion, je suppose, entre ces deux éléments, ou le lien entre ces deux guerres, au Moyen-Orient et ici? Et quel impact ça pourrait avoir ici sur ce dont nous avons parlé plus tôt, sur la guerre contre l'Iran? Parce que Zelensky supplie. Il veut qu'une usine de missiles intercepteurs Patriot soit construite là-bas. Il a dit qu'ils allaient faire quelque chose qui ne se concrétiserait que dans des années, mais ils sont en guerre aujourd'hui. Une fois de plus, ils doivent déjà se demander ce qui va se passer sur le plan énergétique cet hiver. Et s'ils pourront y survivre encore une fois. Mais maintenant qu'il y aura encore moins de missiles de défense aérienne disponibles, parce que nous les épuisons tous, nous n'en aurons plus du tout à leur donner. Et peut-être même aucun des missiles de plus longue portée, etc. Et avec le prix du pétrole qui augmente et le prix de tout le reste qui augmente en même temps, nous allons nous concentrer sur la manière de résoudre cela. Quel impact cela va-t-il avoir sur le déroulement concret de cette guerre? Eh bien, pour ce qui est de parler et de réfléchir aux missiles de défense, je suis globalement de l'école de Ted Postal. Je ne suis même pas certain que ces patriotes aient fait grand-chose, de toute façon. Je veux dire, ce que sous-entend le discours sur les patriotes, c'est que si les Ukrainiens pouvaient mettre la main sur un grand nombre de patriotes, ils seraient capables d'abattre la grande majorité des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones que les Russes tirent sur l'Ukraine. Moi, je n'y crois pas vraiment. Mais ce n'est pas pertinent, parce que le fait est que nous n'avons pas de missiles patriotes à donner aux Ukrainiens. Donc ils n'en auront pas. Et il n'existe pas ici de véritables alternatives crédibles. Donc, ce qu'on voit, si l'on regarde ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que les Russes sont à peu près libres d'attaquer n'importe quelle cible en Ukraine. Et ils n'ont absolument pas à se soucier d'un missile patriote ou de tout autre type de missile qui abattrait les missiles ou les drones entrants, n'est-ce pas? Ce qu'on voit, c'est donc que l'Ukraine est extrêmement vulnérable. Les Russes disposent d'un immense stock de bombes, de missiles et de drones. Et ils pilonnent véritablement l'Ukraine. Et je pense que le plus important à ce stade, c'est la campagne menée contre Odessa. Il me semble que les Russes ont en gros coupé Odessa, le port de sortie de l'Ukraine. L'Ukraine vend une grande partie de ses céréales et de son blé via Odessa. Mais ce n'est plus possible, parce que les Russes ont causé énormément de dégâts au port d'Odessa. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va continuer à se produire, c'est que les Russes vont exploiter leur énorme avantage en matière de puissance aérienne pour continuer à pilonner l'Ukraine. Et cela, combiné aux difficultés que rencontre l'Ukraine sur le champ de bataille en raison de son manque d'effectifs, garantit, je pense, deux choses. Premièrement, que les Russes vont gagner cette guerre. Et deuxièmement, que l'Ukraine en sortira comme un État croupion dysfonctionnel. Tout cela est donc désastreux pour les Ukrainiens. Alors permettez-moi de vous poser la question, en 30 secondes ou moins. Qu'en est-il de l'économie? Parce que tout, en Ukraine, ne tient que grâce à l'argent européen. Mais avec le désastre en cours dans le Golfe et la hausse du coût de l'énergie, la Russie a désormais davantage de liquidités grâce à cette hausse. Et il coûte plus cher de faire des affaires en Europe alors qu'ils sont déjà assez faibles économiquement. Voyez-vous des inquiétudes à ce sujet quant à leur capacité à soutenir l'Ukraine à l'avenir?
Eh bien, je pense qu'il ne fait aucun doute que ce qui se passe en Iran va avoir un effet très négatif sur le prix du pétrole et du gaz en Europe et causer de graves problèmes à ces économies. Et je pense que la politique en Europe va probablement évoluer avec le temps et éroder de manière importante le soutien à l'Ukraine. Cela veut dire que l'Ukraine recevra moins d'aide de l'Europe au fil du temps. On peut déjà en voir les signes. Et d'ailleurs, en matière de soutien matériel, cela s'est déjà produit avec les États-Unis. Je pense donc que les événements en Iran, ainsi que le cours même de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, créent une situation dans laquelle l'avenir de l'Ukraine paraît extrêmement sombre. En effet, je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Et n'oubliez pas de renvoyer les gens vers mearsheimer.substack.com pour suivre tout ce que le professeur y publie. C'est toujours excellent. Je regardais ça encore un peu plus tôt aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. C'est toujours un plaisir et nous vous apprécions beaucoup. Merci de m'avoir invité, Danny. Tout le plaisir est pour moi. Et nous revenons dans quelques minutes avec Matthew O., ancien responsable du département d'État. Il va examiner certaines questions liées aux affaires intérieures des États-Unis. Mais en ce qui concerne la sécurité nationale et la politique étrangère, il s'agit surtout de toute cette question qui consiste à lier la sécurité nationale et le renseignement américain à un pays tiers. Je parie que vous ne devinerez jamais lequel. Retrouvez-nous aujourd'hui avec Matt O. dans quelques minutes, dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor, parce que nous détestons vous assommer de publicité. Moi, je n'aime pas ça. Alors montrez-nous un peu de soutien en retour. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ceci à quelqu'un qui vous est cher.